Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette émission mensuelle en direct du bureau du maire. Et cette fois-ci, on est dans le ventre du dragon, dans la salle du conseil. Monsieur Demers, c'est la première fois que je mets les pieds dans votre salle du conseil. C'est impressionnant quand même. Écoutez, il n'y a pas eu de changement dans la salle du conseil depuis bien des années, sauf des petites caméras. Oui, bien oui. Automatisées d'ailleurs, que je peux voir, robotisées, on va dire. Effectivement, et c'est pour la diffusion sur le web de toutes les assemblées du conseil, en direct et en différé. Qu'est-ce que ça a fait, en fait, comme effet positif que le citoyen puisse voir le processus décisionnel et démocratique d'une ville? Oui, mais premièrement, je pense que c'est un devoir et ça permet aux citoyens, s'ils veulent suivre des dossiers, s'ils ont un intérêt particulier, et aussi, lorsqu'arrivent nos bulletins, soit une campagne électorale, de permettre aux citoyens de voir le travail qu'il y a eu de fait, de voir le comportement des gens, de voir les réponses qui sont données à des questions. Parce que souvent, les gens, les électeurs nous disent « Ouais, on sait bien, on vous voit juste aux 4 ans. » Effectivement. Puis, le reste de l'année, on ne vous voit pas. Alors que là, ils peuvent voir effectivement le travail qui est fait ici même à la salle du conseil une fois par mois. Est-ce que c'est votre salle du conseil qui a servi de centre névralgique pendant la crise des inondations ou vous aviez un centre ailleurs pour les opérations? Non, le centre névralgique était au service de police, quartier général du service de police, mais les bureaux de secteur de loisirs de chaque secteur servaient aussi d'antenne. Alors, le centre accès à Laval-Ouest, on a fourni des d'hébergement aux familles qui devaient évacuer puis il n'y avait aucun endroit où aller. Pour la Croix-Rouge, le personnel pour prendre en charge les familles, les gens qui avaient besoin, pour les gens des différentes ressources pour donner des séances d'information. Et il y a toujours du personnel de la ville disponible là, les mercredis, jeudis et je crois les samedis, qui peuvent donner de l'information aux citoyens sur les différents programmes qui leur sont disponibles pour réclamer des ressources, de l'aide. Où est-ce qu'on en est? Parce que ça fait quoi, un mois, ces inondations-là? C'était le mois dernier? Bien, écoutez, il y a encore des rues qui sont inondées. Mais dans l'ensemble, il y a eu jusqu'à 1200 employés de la ville qui ont travaillé sur les inondations, tout près de 700 militaires, entre 400 et 500 bénévoles. Il y a un travail colossal de fait. À titre d'exemple, on a distribué environ 200 000 sacs de sable. On en a recueilli environ 150 000. Les citoyens ont géré le reste. La ville, à date, et on n'a pas terminé de comptabiliser les comptes et les dépenses, c'est environ 4,9 millions de dépenses qu'on a eues à date sur les inondations seulement. Qu'est-ce que vous avez retiré de cet événement-là comme apprentissage? Bien, premièrement, je suis très fier de la collaboration de l'ensemble des employés et notamment de nos cols bleus qui se sont réellement mis en évidence face à la solidarité qu'ils ont eue avec les citoyens et d'aider les citoyens dans le besoin. Nous allons regarder tous les côtés forts qu'on a eus. Effectivement. Et c'est en voie de se préparer au niveau de l'ensemble des employés. Est-ce qu'il y a encore des gens qui sont sinistrés au moment où on se parle? Oui. Et les réparations de la maison, évidemment, là, c'est en cours de travaux, mais ça appartient à chaque citoyen. Le gouvernement du Québec offre une aide financière. Et nous, ce qu'on peut faire, c'est qu'on s'assure de faciliter l'obtention de permis et de bien informer les gens sur leur recours et les précautions à prendre pour préserver leur recours. Avez-vous une réflexion par rapport aux gens qui habitent dans des zones inondables, 0-20 ans? Au niveau de la CMM, ce qui veut dire l'ensemble des municipalités, parce que si je décidais de rehausser tous les terrains de Ville de Laval, qui est évidemment impossible, mais je prends ça à titre d'exemple, l'eau trouverait un endroit où aller. On le sait tous. C'est puissant, l'eau. Et ça inonderait Rosemère, Bois-les-Filions ou les autres municipalités. Alors, c'est une décision, c'est une solution collective qu'on doit chercher.
et pour la région de Montréal, et ça va même jusqu'en Ontario, parce que l'eau qui nous inonde ici provient du nord du Québec, de l'Ontario et de tous les affluents de la rivière des Outaouais qui, elle, alimente le lac des Deux-Montagnes et les autres lacs. Alors, on doit faire une réflexion globale et aussi avec le ministère de l'Environnement. Parce que c'est quelque chose qui va se reproduire de plus en plus avec les réchauffements climatiques. Et effectivement, même si M. Trump croit le contraire. Est-ce que ça va avoir un impact sur le taux de taxation ou le compte de taxes de vos citoyens et citoyennes, M. Demers? Non, non. On a, dans le budget, réussi à assumer les coûts. Il y a environ 1,5 million qu'on va essayer de réclamer au gouvernement du Québec, mais ça n'aura aucun impact sur le compte de taxes. C'est tout frais, une nouvelle qui doit certainement vous réjouir. La Ville de Laval prend acte du résultat du vote des membres de la Fraternité des policiers de la Ville de Laval qui ont accepté dans une très large majorité l'entente au sujet de la nouvelle convention collective et surtout de la restructuration du régime de retraite. C'était ça, hein, je veux dire, je vous dirais, le caillou dans le soulier de ces négociations qui s'éternisaient. C'est quoi, depuis 3 ans que la Ville de Laval est en litige avec ses policiers? Effectivement, les policiers désiraient, et je comprends, négocier les deux en même temps et non pas séparément. Il y a d'autres groupes d'employés qui ont décidé différemment et on a respecté ça. Alors, ça faisait 3 ans et la loi 15 avait un impact important sur le fonds de pension des policiers de Laval. Peut-être juste replacer dans le contexte, la loi 15, ça veut dire quoi, là? Parce que pour le commun des mortels, ça ne dit pas grand-chose. Mais la loi 15 avait comme objectif d'atténuer les déficits des fonds de pension à travers la province. Donc, de pérenniser ces fonds-là. Effectivement, et de leur redonner une santé financière. Alors, nous, à Ville de Laval, nous avions un déficit de 219 millions, un des déficits les plus considérables de la province. Et l'ensemble des employés ont accepté certaines responsabilités qui, normalement, historiquement, n'étaient pas leur au niveau financier pour le fonds de pension. Idéalement, la contribution vient des deux parties, 50 % de chaque côté. C'est ça, un peu? Non, pas non. Les policiers contribuaient à peu près 18 % et la Ville beaucoup plus. Okay. Et la loi 15 avait pour effet de ramener un certain équilibre. Et bon, ça a été un exercice, je pense, difficile. Et oui, on est content que ça soit réglé et le taux de satisfaction élevé. Et il faut féliciter les deux équipes de négociation qui ont réussi à faire un travail formidable dans un dossier qui n'était pas facile. Vous parlez de 219 millions de dollars de la Caisse de retraite. Ça reste là quand même, ce montant-là? Comment on va l'éponger? Comment la Ville va faire face à ça? Puisqu'il y a un nouveau règlement, des nouvelles responsabilités, ça va affecter le calcul actuariel. Je vous donne un exemple. Si un groupe de travailleurs a le droit de prendre sa pension à 55 ans et qu'on décide, non, dorénavant, ce sera 56 ans. Alors, ça change tout le calcul des actuaires. Ça fait une différence. Et à ce moment-là, ça réduit d'une façon importante le déficit du fonds de pension. Parce que le déficit du fonds de pension, c'est un calcul actuariel qui dit si la Ville devait payer tous les avantages contractuels qu'elle s'est engagée, voici ce que ça coûte et voici les économies qu'ils ont dans leur compte de banque et le différentiel est de 219 millions. Alors, si on change les obligations contractuelles de la Ville, le montant calculé pour les assumer vient d'être réduit d'autant plus. Donc, chacun a mis un peu d'eau dans son vin. Effectivement. Vous êtes content, vous, en termes d'argent, de cette solution-là? Oui, parce que nous, on s'était donné un cadre financier qui, pour l'ensemble des employés, question d'équité, et le cadre financier était respecté, et à l'intérieur de tout ça, il y a une entente satisfaisante avec un taux élevé de satisfaction au niveau des policiers. Bon, là, vous allez m'éclairer un peu, parce que j'entends deux versions. J'ai vu dans les médias que malgré les démarches de l'administration du maire de Laval, donc vous, pour récupérer l'argent volé aux contribuables, Francine Dupuis
L'épouse de Gilles Vaillancourt a pu garder son condominium évalué à 900 000 en Floride. C'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Parce que moi, on me dit c'est pas vrai, pas que c'est pas insaisissable. D'autre côté, c'est que ça... On cède. Il y a une question de cessation de biens là-dedans. Là. L'entente avec M. Vaillancourt, premièrement, implique plusieurs parties. La juridiction criminelle, civile et la loi sur le recouvrement des sommes volées. Alors, M. Vaillancourt, pour respecter son entente, avait l'obligation de divulguer toutes ses possessions et, évidemment, son entourage. Nous, on a un pouvoir de saisie, si la Cour nous l'accorde, s'il nous donne raison, sur les actifs de M. Vaillancourt. Et ce qu'il y a eu d'entendu, c'est dans le cadre du procès criminel devant le juge de la Cour supérieure, James Brompton, M. Vaillancourt voulait avoir une lettre disant que la victime était satisfaite du règlement. Alors, dans le cadre de cette négociation-là, M. Vaillancourt nous a remis 10 millions qui étaient dans des comptes de banque outre-mer, nous a cédé son condo ici à Laval et il a renoncé à la pension que la Ville y donne. Il a gardé la pension que le gouvernement y donne et son épouse, elle a gardé ses actifs à elle. Elle n'était pas liée par cette poursuite? Non. Tout ça était divulgué dès le départ. Okay. Si M. Vaillancourt fait un oubli dans sa divulgation de ses biens, notre entente de quittance devient nulle. Alors, ça veut dire que la Ville retrouve tous ses recours pour actionner M. Vaillancourt de l'ordre de la grandeur à l'heure actuelle de 13 millions. OK. Donc, okay. On retournerait en procédure judiciaire. C'est ça. Et M. Vaillancourt serait probablement accusé d'outrage au tribunal au criminel. Alors, l'entente qu'on a signée a été examinée par le juge James Brompton, qui est le juge qui s'occupe des causes au criminel, devant lequel M. Vaillancourt et d'autres accusés passaient, par le juge Roland, qui est le juge coordonnateur pour le programme de recouvrement des sommes qui ont été volées dans le cadre de la collusion, par la ministre de la Justice du Québec, et nous est recommandé par notre procureur en chef, Maître Tremblay, qui connaît tous les détails de la cause, tous les faits concernant M. Vaillancourt, mais il en connaît beaucoup plus que ça parce qu'il était procureur en chef adjoint à la commission Charbonneau. Donc, il a vu les dossiers passer. Alors, tout s'est fait selon les règles de l'art et la personne qui a soulevé le point que c'est un fait nouveau, c'est tout à fait faux. Le condo a fait l'objet de publications le 1er décembre dans la presse. Et évidemment, c'était connu parce que durant son procès, l'attente de son procès, M. Vaillancourt voulait aller passer du temps en vacances et à son condo, ça lui avait été refusé parce que dans le même édifice, il y a des témoins de la poursuite. Mais pourquoi est-ce qu'il le garde, justement? Parce que ça a été légué à son épouse? C'est simplement parce que c'est la propriété de son épouse. Okay. Et elle allègue que c'est un héritage, c'est ça, je pense, de ce qu'on dit dans les médias? Effectivement, mais même si ce n'était pas l'argent d'un héritage, vous savez, il y a bien des gens qui sont accusés de crimes graves qui s'en vont en prison, mais le conjoint n'est pas emprisonné. Non, c'est ça. Et si je vous actionne, c'est vous qui êtes actionné, pas toute votre famille. Absolument. OK, donc c'est une fausse nouvelle sur laquelle on a tablé. Je suis content que vous m'ayez précisé la chose. Il y a une coalition de maires du Québec, je pense entre autres au maire de Québec, au maire de Montréal, au maire de Sherbrooke, et plusieurs autres qui demandent à ce que l'on mette en place, d'ailleurs, il y a le projet de loi 122, que l'on abolisse les référendums. Les référendums étant une consultation publique auprès des citoyens pour savoir s'ils sont en accord ou en désaccord avec certains projets de développement de leur ville, surtout quand on fait des changements de zonage. Est-ce que vous faites partie de ceux qui sont contre ou ceux qui sont pour que l'on garde les référendums? Bon, nous, on fait beaucoup d'assemblées de consultation. On a même été taxés par certains membres de l'opposition de souffrir de consultatif aigu. Alors, on croit à l'implication citoyenne. OK?
Par contre, le règlement à l'heure actuelle est désuet, démodé et comporte de graves lacunes. Parce que ce que je vois, c'est que ça peut faire dérailler de très beaux projets, quelquefois même pour des raisons qui sont soit futiles ou complètement politiques. Effectivement. Aussi. Alors, il faut le moderniser. Maintenant, l'enjeu est à savoir, est-ce que ça doit être une loi provinciale où chaque municipalité aura la responsabilité de dire, voici le mécanisme et voici les circonstances dans lesquelles on consulte. Alors, moi, je suis d'avis que chaque municipalité devrait assumer cette responsabilité-là à titre de palier de gouvernement autonome, et de proximité, c'est ce qu'on veut, oui, bien sûr. Et les citoyens, à chaque campagne électorale, s'ils jugent que c'est inapproprié, bien, écoutez, ils voteront à l'encontre du conseil municipal. Donc, on consulte, mais on va consulter différemment? On va consulter différemment et on va... Il y aura une proportionnelle, j'imagine, Il y aura une mécanique et des circonstances dans lesquelles il y aura une obligation de consulter. Nous, on fait beaucoup de consultations sans avoir aucune épée Damoclès qui nous oblige à consulter. Vous voulez voir la température de l'eau avant? Nous, on dit quand l'acceptation sociale est là, tout va mieux, bien sûr, plus rapidement par la suite, et c'est une condition d'efficacité. Parlons d'acceptation sociale. Vous vous êtes présenté le 31 mai dernier aux auditions publiques de la Commission parlementaire des transports et de l'environnement à l'Assemblée nationale du Québec au sujet du projet de loi 137. Ça concerne le réseau électrique métropolitain. Vous avez déposé, j'imagine, un mémoire par rapport aux demandes de la Ville. Qu'est-ce que vous demandiez, justement, lors de cette commission-là? Qu'est-ce que vous leur avez dit, au juste? Premièrement, je voulais sensibiliser le gouvernement qui s'apprête à donner, dans le cadre de ce projet de loi-là, des pouvoirs extraordinaires à la Caisse de dépôt, qui ne seraient plus soumis aux lois provinciales, qui ne seraient plus soumis à la réglementation municipale, à titre d'exemple, aux lois sur l'environnement. Plus soumis. Alors que tout le monde va répondre à ça. Ils sont en train d'accorder à la Caisse de dépôt plus de pouvoir que n'importe quel ministre du gouvernement ou ministère du gouvernement du Québec. Alors, c'est assez extraordinaire. Et nous, on dit que ça nous enlève un pouvoir de négociation. Et pourquoi ce pouvoir de négociation-là est essentiel? C'est que les villes, à titre de gouvernement de proximité, connaissent les défis de chaque secteur. Et je vous donne une image. Puisque le REM sera un train sans conducteur. Alors, ce que la Caisse de dépôt veut faire, c'est d'éviter les changements de niveau et aucune route doit traverser la voie ferrée. Donc, ça sera des viaducs ou... Alors, leur premier réflexe, c'est de dire, bien, on va maintenir la voie ferrée telle qu'elle est, parce que nous autres, on a déjà le service, on a déjà un train électrique qui part de Deux-Montagnes, qui se rend jusqu'au centre-ville. Alors, c'est pas d'ajout de service, c'est pas un nouveau service pour les citoyens de la ville de Laval, c'est qu'on change le modèle d'auto. C'est à peu près ça. Et là, ils ont dit, bien, on va garder la voie ferrée pour minimiser les coûts, puis on va baisser certains viaducs, les routes. Et oui, mais on est inondés dans ce coin-là. Non, c'est ça. Alors, il est important, durant les inondations, que le premier ministre et le ministre Coiteux et le ministre de l'Environnement viennent faire un tour à Sainte-Dorothée. Sous la voie ferrée, il y a été une couple de semaines qu'aucun véhicule ne pouvait passer. On ne veut pas reproduire ce modèle-là. Et nous, on a la particularité, c'est que, oui, les cartes peuvent indiquer les zones inondables. Mais ce que les cartes n'indiquent pas, c'est les infrastructures en dessous. Bien sûr. Et si des infrastructures ont été construites... Là, on parle des égouts. Les égouts, surtout, pluviaux. C'est ça. Et si les infrastructures ont été construites il y a 50 ans, avec les besoins de il y a 50 ans, mais aujourd'hui, avec ce qu'on a connu, il y a de l'eau qui sortait par les égouts. Et en faisant des trous, ils vont vous forcer à changer ces canalisations-là. Alors, il faut absolument qu'on négocie pour atténuer chacun des irritants, des défis, des problèmes avec la Caisse de dépôt. Et à l'heure actuelle, le projet de loi nous enlèverait tout levier à ce chapitre-là. L'autre inquiétude, c'est que puisqu'on a déjà le service et que depuis des années, les citoyens payent pour, on dit... Il faut arriver avec une tarification différente pour les endroits qui ont déjà le service,
Par rapport à ceux... Parce que vous payez déjà un bout de Effectivement. ce service-là, bien par sûr. rapport Bien au sûr. secteur où C'est ça. il n'y a Ceux qui sont pas absolument des- c'est rien, ça. on crée Ceux qui quelque sont pas chose de desservis. nouveau, Absolument. on crée 8 gares dans des ouais. endroits où ce que ça va amener du développement. C'est un nouveau service au complet. Alors, nous, on ne veut pas payer, on ne veut pas que nos citoyens payent la même facture, puis qu'il n'est plus ni moins qu'ils payent 2 fois le même service. Où est-ce qu'on est dans le processus décisionnel par rapport à ce projet de loi-là? Est-ce qu'il va être entériné éventuellement ou pas? Ce que j'ai pu prendre connaissance ce matin dans les revues de presse, c'est que les gens des partis de l'opposition croient que ça ne pourra pas être accepté immédiatement. Évidemment, le gouvernement est très pressé. Eux veulent que ça soit accepté. Et ce qu'on a dit aussi, en plus des pouvoirs exceptionnels, c'est qu'on parle beaucoup de l'échéancier, que c'est pressé, mais on ne nous a jamais expliqué pourquoi c'était si pressé que ça. Alors, il vaut peut-être mieux de prendre 6 mois de plus pour bien faire les choses, et c'est le message qu'on a passé. Ça me fait penser à la légalisation du pot en juillet prochain. Ça, avec, on se demande pourquoi on est si pressé de passer cette loi-là. Effectivement. OK, c'est un autre sujet. J'ouvre maintenant une autre parenthèse, celle que vous avez publié votre budget 2016, en fait, votre rapport financier 2016, le 3 mai dernier. Je ne vais pas passer à travers tous les chiffres parce que c'est quand même très technique, mais est-ce que vous êtes content de cet exercice-là que vous avez déposé, votre bilan? Oui, on est content parce que, évidemment, il y a l'exercice financier, le budget d'opération annuel, mais il faut toujours garder à l'esprit nos obligations financières. Alors, on a une dette brute à long terme, qui est de la capitalisation, à titre d'exemple, pour les routes, les égouts, les aqueducs, les arénas, les édifices publics. Et évidemment, on a des obligations, on a parlé d'une, entre autres, le déficit des fonds de pension. Et cet équilibre-là, elle est très fragile et va déterminer la cote de crédit. La cote de crédit... Ça fait une sacrée différence. Ça fait une sacrée différence, surtout qu'on a des dettes brutes qui sont considérables, et comme toutes les municipalités. Et nous, on a la meilleure cote de crédit au Québec. Alors, si je suis capable, sur une dette de plusieurs centaines de millions de dollars, de réduire d'1,5% de 1%, c'est de l'intérêt qu'on sauve pour tous les citoyens de Ville-de-la-Vallee. Alors, il s'agit de garder cet équilibre-là. Et il y a des projets qu'on sait qui sont à venir. Alors, il y a de l'argent qui est mis dans ces projets-là que je ne peux pas utiliser à d'autres fins. Alors, si j'ai des problèmes, j'ai taxé pour les problèmes d'eau, à titre d'exemple. Je ne peux pas décider de dire l'argent qui est accumulé là, je m'en sers pour construire une aréna. La loi le défend. C'est dédié, c'est dédié. C'est dédié. Alors, on accumule des sommes d'argent pour régler éventuellement le problème des surverses, qui est un défi d'environ 400 millions à Laval. On a accumulé des sommes d'argent pour construire une usine de biométhanisation, qui est un défi d'environ 95 millions. Alors, il y a des sommes d'argent qui sont accumulées là, et je pense que c'est strictement une question de saine gestion. Et ce que je suis particulièrement fier, c'est qu'il faut se rappeler que Ville de Laval, dans les 5 dernières années, en 2013, il y a eu un gel de taxes. En 2014, il y a eu un gel de taxes. Alors, quand on calcule l'augmentation des comptes de taxes, il faudrait calculer les 5 années. C'est sûr que... Oui, parce que vos opposants disent, entre autres, que vous avez taxé les gens au-dessus de l'indice des prêts à la consommation. Oui, mais ils excluent dans leur raisonnement les années où il y a eu un gel de taxes, qui sont des années qui ont des conséquences, évidemment. Si on gèle les taxes, c'est des revenus de moins, puis on doit équilibrer tout ça. Alors, c'est malheureux, c'est de la désinformation que de dire ça. Ça induit les gens en erreur et... ils vivront avec des informations partielles et la manipulation qu'ils décident d'en faire. Maintenant, votre centre-ville, il s'en vient. Oui. Hein? Place Belle, ça monte. On est sur le bord d'avoir la journée porte ouverte le 2 septembre prochain. Effectivement. Ça va-tu à la vitesse à laquelle vous voulez que ça aille en ce moment, le développement de ce coin-là?
Oui, ça va très, très bien. La planification qu'on a faite à date s'est déroulée d'une façon exemplaire, autant avec nos grands partenaires pour construire la Place Belle, qui est l'équipe de M. Pomerleau, autant avec les arénas du Canadien, l'équipe de M. Molson, toute la planification. Et évidemment, c'est des grands partenaires qui ont une réputation internationale. On est chanceux de les avoir dans le dossier. Et notre équipe à nous... Les Rockets. Le Rocket qui s'en vient, qui va avoir un impact financier important. Puis un lien d'appartenance aussi. Un lien d'appartenance et qui va changer nos relations avec la presse. Parce que tous les commentateurs sportifs de la région de Montréal ne pourront plus ignorer Laval. Seront à Ville de Laval pour suivre les péripéties du Rocket, mais de tout aussi les compétitions à caractère national, international qui vont se passer là. Dont, entre autres, les Jeux Olympiques, les Jeux du Québec. Les Jeux du Québec, oui, entre autres, en 2020, qu'on va accueillir. Et les gens qui veulent signer la pétition, juste pour nous encourager, sur Internet, ça prend 30 secondes. Rappelez donc l'adresse, justement. C'est laval.2020. Et là, je l'ai pas par cœur. Bon, il apparaît au bas de l'écran. On est capable de rajouter ça, monsieur. Alors, non, ça va très, très bien. Je rappelle, ceux qui veulent visiter la Place Belle, allez réserver des billets. Oui. stl.laval.qc.ca. C'est ça? Place Belle Incite. C'est ça que j'ai, moi. J'ai ça dans mes notes. Non, ça ne devrait pas être STL. Non, c'est pas vrai. Vous avez placebelle.ca. Place Belle. Oui, là, c'est vrai. J'avais mis mes lunettes aussi. C'est ça. Alors, et pourquoi réserver des billets? C'est gratuit. C'est pour assurer un flot de circulation constant. Et il y aura comme spectacle d'ouverture, j'ai laissé ma place. Au lieu de faire le spectacle, ça va être le Cirque du Soleil. Alors, je crois que ça va être un bon spectacle. Mieux de faire ça. OK, un petit 30 secondes sur la fête nationale. Ça s'en vient. La fête nationale, beaucoup d'activités dans tous les secteurs de Ville de Laval qui, à la fin de la journée, vont converger au Centre de la nature. Ça appartient aux Lavallois. Et c'est une des fêtes les plus populaires au Québec. L'an passé, on a eu tout près de 70 000 personnes au Centre de la nature, sans aucun incident. Les gens se sont amusés, ils ont apprécié. Alors, ça vous appartient. Soyez présents. Ça me fera plaisir de vous y rencontrer. Bon, vous avez fait le mot de la fin, monsieur le maire. Merci. Ça a été encore un grand plaisir. Merci beaucoup. Et au plaisir peut-être d'une prochaine. Merci beaucoup. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir. En direct du bureau du maire.